Dans cette vidéo, on va découvrir des réalités terribles. On va plonger dans la cruauté de la guerre, les souffrances de centaines de milliers, voire de millions de personnes et comprendre pourquoi les Ukrainiens ne sont pas prêts à abandonner. C'est une vidéo sans filtre, mais il était nécessaire de la faire. Certains d'entre vous nous reprochent de ne pas être neutres dans ce conflit. Et je serai le premier à l'admettre, c'est vrai. Et nous ne sommes pas neutres à cause de choses comme celles que vous allez voir dans cette vidéo. The civilians were crushed by tanks while sitting in their cars in the middle of the road, just for their pleasure. They cut off limbs, cut their throats, slashed their throats. Women were raped and killed in front of their children. Déchirant. Tout simplement déchirant. La guerre existe toujours, mais même dans la guerre, il y a des codes, des lignes rouges que personne n'ose franchir. Et pourtant, quand il s'agit de la Russie, elle les a toutes piétinées. Le plaidoyer du président Zelensky que vous venez d'entendre nous ramène au premier jour de l'invasion russe en 2022. Les troupes de Moscou ont traversé la Biélorussie et en quelques semaines se sont emparées de près de 20% du territoire ukrainien. Mais comme tu t'en souviens sûrement, l'histoire a pris une tournure inattendue. Après un mois d'invasion, des localités comme Boutcha, une petite ville à seulement 20 km de Kiev, ont été libérées. Et même si un mois peut paraître court, les Russes n'ont pas perdu de temps. Ce que les Ukrainiens ont découvert à leur retour a profondément marqué le pays et ses alliés. D'après le maire, des centaines de personnes sont enterrées dans une fosse commune à Boutcha, près de Kiev. Anatoly Fedoruk affirme que les rues de la ville reconquise sont jonchées de cadavres de civils tués par les forces russes. Des centaines de civils ont été assassinés de sang-froid dans les rues de la ville en seulement quelques jours. Et bien que Boutcha soit devenu un symbole des crimes de guerre commis par la Russie dans cette guerre sanglante, des événements similaires se sont produits dans de nombreux autres endroits envahis par les troupes de Poutine. Aujourd'hui, beaucoup de ces terribles crimes de guerre semblent avoir été oubliés par une grande partie de la presse internationale. Les nouvelles que nous recevons d'Ukraine se résument souvent à des mises à jour basiques sur la guerre. Tel ou tel camp progresse sur tel ou tel front. Rien de plus ne semble se produire, comme si c'était un simple jeu de société. Pour beaucoup, la guerre semble déjà appartenir au passé. Eh bien, désolé, mais ce n'est pas du tout le cas. Les Ukrainiens, et ici je parle de la population civile, continuent de subir presque quotidiennement de véritables atrocités de la part des troupes de Moscou. On parle de marchés bombardés alors que des femmes et des enfants s'y trouvent en train de faire leurs courses, de bâtiments résidentiels délibérément ciblés pendant que les gens dorment, de tirs de roquettes dans les rues bondées de voitures et de piétons sans aucune cible militaire à proximité. Ce sont des actes destinés purement et simplement à semer la terreur et à tenter de briser le moral du peuple ukrainien. Voilà la réalité de la guerre de Poutine. Une attaque russe contre des infrastructures civiles à Odessa, en Ukraine, fait 20 morts et 75 blessés. Au moins 41 morts et 180 blessés dans une frappe russe sur Poltava, annonce Volodymyr Zelensky. Ce ne sont que deux exemples, mais on pourrait continuer jusqu'à la semaine prochaine à visionner des actualités comme celle-ci sans jamais en voir la fin. La peur est constante. Les chiffres du bureau du procureur général d'Ukraine sont effrayants. Jusqu'à présent, environ 100 000 crimes de guerre commis par les troupes russes ont été enregistrés. Un chiffre qui semble tout droit sorti d'un cauchemar. Mais malheureusement, ce n'est pas la fin de l'histoire. Loin de là. Ce n'est pas la première fois que la Russie laisse sa trace sanglante, sans distinction, entre soldats, civils, quartiers ou hôpitaux. Les bombardements aveugles, c'est presque une spécialité. Prenons l'exemple de la Tchétchénie, à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Ou encore la Syrie, où les Russes ont soutenu le régime de Bachar al-Assad en utilisant littéralement tous les moyens à disposition. Pourtant, même en prenant en compte ces différents facteurs, la situation en Ukraine est encore différente. De nombreux analystes ne parlent plus simplement de crimes de guerre. Un terme beaucoup plus sombre commence à circuler parmi certains experts, celui de génocide. Parler de génocide, c'est facile. En fait, ce terme est souvent utilisé à la légère, peu comme pour décrire la guerre israélo-palestinienne. Mais revenons à la guerre russo-ukrainienne. Pourquoi est-ce qu'on parle de génocide? Qu'est-ce que le terme de génocide signifie exactement? Comme tu peux le voir à l'écran, il y a une grande variété de crimes terribles qui pourraient constituer un génocide. Et puis, il y a les conventions de Genève qui définissent ce qu'est un crime de guerre et établissent les lois fondamentales de la guerre. Le fait est que, qu'il s'agisse de crimes de guerre ou de génocide, l'objectif commun reste le
même éradiquer de manière totalement intentionnelle l'existence d'un groupe, qu'il soit national, ethnique, racial ou religieux. Alors, avec tout ce qu'on vient de te dire, posons-nous un peu quelques questions. Peut-on dire que la Russie est en train de perpétrer un génocide en Ukraine? De quelle exaction parle-t-on exactement? Est-ce le résultat direct de la guerre? Ou bien y a-t-il une stratégie planifiée derrière toute cette barbarie? Dans cette vidéo, on va analyser des cas concrets qui se sont produits tout au long de cette guerre et déterminer si Poutine peut vraiment être considéré comme un criminel de guerre ou plus encore, comme le responsable d'un génocide en cours. Alors c'est parti, reste bien attentif car aujourd'hui tu vas jouer un rôle très important et comprendre aussi pourquoi les Ukrainiens refusent catégoriquement de se rendre. Mais avant ça, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager pour soutenir notre travail. Et puis si tu as envie de contribuer à l'aventure Diplometrix, je te laisse un lien dans la description pour notre plateforme de financement participatif. Et si tu veux taper la discute, tu peux écrire un commentaire ou nous envoyer un DM sur Insta. Allez, c'est parti. Poutine face aux juges. Un an après le début de l'invasion russe, l'Ukraine et ses alliés ont célébré une nouvelle qui a soudainement fait le tour du monde, une nouvelle que peu de gens avaient anticipée. La Cour pénale internationale émet un mandat d'arrêt contre Poutine. Oui, un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine en personne. Je suis sûr que la plupart d'entre vous s'en souviennent. Mais sais-tu vraiment pourquoi ce mandat a été émis? Peut-être que beaucoup pensent que c'était simplement à cause de l'invasion de l'Ukraine. Eh bah non, pas du tout. Le mandat d'arrêt a été émis pour des crimes de guerre commis sous le commandement de Vladimir Poutine. Et on parle pas de n'importe quel crime, mais de l'un des actes les plus vils et ignobles. L'enlèvement de mineurs et leur déportation illégale. Des enfants ukrainiens enlevés par la Russie, puis retournés, s'expriment et dénoncent. T'inquiète pas, on en parlera plus en détail plus tard dans la vidéo parce que c'est franchement alarmant. Mais d'abord, concentrons-nous d'abord sur d'autres crimes graves auxquels nous avons été témoins tout au long de ce conflit. Écoute, aujourd'hui t'as une mission, faire office de jury et décider cas par cas si Poutine peut être reconnu coupable de génocide. Cela dit, passons au premier chef d'accusation. Le premier des crimes qui constitue le génocide est le préjudice physique et mental sous de nombreuses formes. L'une des plus atroces qu'on a pu observer dans cette guerre concerne les agressions sexuelles et les viols. C'est un type de violence que les Russes ont systématiquement utilisé comme arme de terreur. Et ne nous y trompons pas, il ne s'agit pas d'actes spontanés de soldats indisciplinés qui malheureusement se produisent dans toutes les guerres. Ce dont on parle ici est bien plus grave. C'est une tactique délibérée visant à déshumaniser la population civile. C'est une tentative soigneusement calculée pour détruire de l'intérieur la structure sociale de l'Ukraine avec des attaques directes contre l'intégrité physique et mentale de ses citoyens. Je n'ai pas eu le temps de décrocher mon téléphone, je n'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit, ils m'ont poussé en silence sur le lit, ils m'ont écrasé en silence avec la mitrailleuse, ils m'ont déshabillé. Ils ont commencé vers 3 h de l'après-midi, ils sont partis vers 4 h du matin. Comme elle, des centaines de femmes âgées de 15 à plus de 80 ans ont été victimes de viols, tour à tour, pendant des heures, certaines même devant leurs propres filles, qui savaient qu'elles seraient les prochaines. Une véritable barbarie qui donne des frissons. Le pire, c'est qu'on pourrait te montrer des heures de témoignages relatant les atrocités commises lors des arrestations et des perquisitions. Des abus qui, dans de nombreux cas, se sont répétés encore et encore. Et tout cela accompagné de discours haineux et de phrases cruelles et insultantes, si choquantes qu'on ne peut même pas les reproduire dans cette vidéo. Mais ce qui est le plus révoltant, c'est la motivation derrière ces atrocités. Une tentative systématique de briser la volonté du peuple ukrainien. La militarisation des violences sexuelles par la Russie et la réponse de l'Ukraine révèlent une sombre guerre des valeurs. À quel point est-ce qu'on est face à une stratégie bien orchestrée pour infliger un maximum de dégâts, non seulement physiques, mais peut-être surtout psychologiques? Et bah, tout semble indiquer que c'est précisément le cas. Et oui, ça constitue un crime de guerre. Les femmes doivent faire l'objet d'un respect particulier et seront protégées notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution et toute autre forme d'attentat à la pudeur. Est-ce que c'est suffisant pour condamner la Russie? Ou, comme le disent les pro-russes, s'agit-il simplement d'une mission de responsabilité historique contre la violence de l'OTAN? Eh bah, on ne fait que commencer. The
the Russian military searched for and purposefully killed anyone who served our country. They shot and killed women outside their houses when they just tried to call someone who is alive. They killed entire families, adults and children, and they tried to burn the bodies. C'est pas juste parce que Zelensky le dit. En fait, des dizaines et des dizaines de journalistes et de personnalités du monde entier ont pu prouver que ce que Zelensky rapporte s'est réellement produit. Et c'est là qu'on en arrive à la deuxième accusation contre Poutine, le meurtre systématique de civils ukrainiens. Depuis le début de l'invasion, on a vu les forces russes cibler délibérément la population civile, transformant les zones résidentielles en champs de ruines. À Boutcha, mais aussi dans tant d'autres endroits en Ukraine, Mariupol, Irpin, Kharkiv, et la liste ne cesse de s'allonger partout où ils passent. Rappelons que dans le nord de l'Ukraine, les Russes ont massacré des centaines de personnes de manière parfaitement organisée et planifiée. Ils avaient non seulement préparé le modus operandi pour commettre des crimes, mais aussi des stratégies pour les cacher lorsque les Ukrainiens étaient sur le point de regagner ces positions. Ce ne sont pas des plans qui se conçoivent en quelques heures à l'improviste par des fantassins réguliers. Il s'agit clairement d'actes commis et dans une certaine mesure qui continuent de l'être sur ordre d'en haut. C'est pourquoi on peut parler de ces cas comme d'une opération de nettoyage ethnique ou du moins d'une menace ethnique. Mais il ne s'agit pas seulement de crimes commis par les Russes sur le terrain. Depuis le début de la guerre, les hommes de Poutine utilisent les bombardements aériens pour raser tout ce qu'ils veulent et peuvent. L'objectif est limpide, la terreur psychologique. Les cibles russes sont si variées que la population civile ne sait jamais si une bombe va leur tomber dessus en pleine nuit. On a même vu des vagues d'attaques de drones armés contre des immeubles résidentiels en plein jour. C'est insensé. Maisons, appartements, rues, hôpitaux, tout est visé par les troupes de Moscou. Il n'y a aucun filtre. La Russie attaque un hôpital pour enfants à Kiev, tuant des dizaines de personnes lors de bombardements en plein jour. Maintenant, même si la question semble évidente, pourquoi exactement est-ce que ça constitue un crime de guerre? Eh bah, pour y répondre, on va jeter un œil à la Convention de Genève. Les biens de caractère civil ne doivent être l'objet ni d'attaques ni de représailles. Les attaques doivent être strictement limitées aux objectifs militaires. En cas de doute, il est présumé ne pas être utilisé en vue d'apporter une contribution effective à l'action militaire. La stratégie de Moscou, elle est très claire. Déshumaniser les Ukrainiens et éliminer toute résistance par la peur et la mort. Certains disent même que l'objectif est de provoquer une vague de réfugiés vers l'Union européenne afin d'accroître la pression pour mettre fin au soutien à l'Ukraine et lever les sanctions contre la Russie. Mais si cela ne suffisait pas à te convaincre en tant que jury juste pour aujourd'hui, il y a encore plus. Depuis le début de la guerre, et surtout depuis octobre 2022, les forces russes n'ont cessé de mener une campagne de bombardement brutal contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Et non, il ne s'agit pas de simples dommages collatéraux. En réalité, les dégâts accidentels dans cette guerre, disons qu'il n'y en a pas beaucoup. Tout semble bien calculé. On parle ici d'un effort délibéré des forces armées russes pour rendre la vie insupportable à des millions d'Ukrainiens. Et c'est ce qui nous amène au troisième chef d'accusation qui cible Poutine. Soumettre tout un groupe à des conditions de vie extrêmes avec l'intention claire de le détruire ou de le faire abandonner à tout prix. La Russie frappe le réseau électrique ukrainien lors de l'attaque la plus massive de la guerre. L'attaque mentionnée dans cet article est la plus récente, datant d'il y a seulement quelques jours, mais la réalité est qu'il y en a des dizaines. Même en plein hiver, les Russes ciblent à la fois le réseau électrique et les installations de chauffage urbain, dans le but de laisser les Ukrainiens se geler. En attaquant le réseau électrique, de nombreuses stations d'épuration cessent également de fonctionner, compliquant ainsi l'accès à l'eau potable. En conséquence, de nombreux Ukrainiens ont été contraints de faire fondre la neige ou de boire de l'eau des radiateurs et des chaudières pour tenter de survivre. Cela revient essentiellement à soumettre la population civile à des conditions inhumaines, sans aucune raison stratégique militaire apparente. Missiles, drones, sabotage, ils ont tout utilisé pour y parvenir. Même sortir chercher de la nourriture peut signifier ne pas rentrer chez soi, ou, si vous avez de la chance, revenir blessé. Il est interdit d'attaquer, de détruire, d'enlever ou de mettre hors d'usage des biens indispensables à la survie de la population civile, tels que des denrées alimentaires, les installations et réserves d'eau potable, pour affamer des personnes civiles, provoquer leur déplacement ou pour toute autre raison.
Non seulement cette tactique constitue clairement un crime de guerre, mais elle correspond aussi parfaitement au troisième critère de la définition du génocide que nous avons évoqué précédemment. Ce ne sont pas simplement des bombardements ciblant des objectifs militaires, mais une stratégie de punition collective infligeant des souffrances extrêmes. Et si tout ça, ça te semblait déjà révoltant, est-ce que tu sais qu'il y a encore pire, il y a quelque chose d'encore plus répugnant dans cette histoire dont on n'a pas encore parlé en détail. Sois très attentif parce qu'on va évoquer une atrocité et le plus terrible, c'est qu'il y en a encore qui défendent tout ça et qui accusent l'OTAN, l'Occident ou le capitalisme, que sais-je, pour toute cette barbarie. C'est franchement scandaleux. Un avenir sombre. La Russie a également enlevé des enfants, et on ne parle pas de quelques-uns, mais de plus de 20 000 selon diverses estimations. Le prétexte, les évacuer, les emmener dans des camps d'été. Des excuses de ce genre. La réalité, écoute-la par toi-même. Les autorités russes ont tenté d'effacer son passé. Elles ont remplacé son acte de naissance ukrainien par un acte russe, mais il n'a jamais renoncé à rentrer chez lui. Des milliers d'enfants ukrainiens sont enlevés par la Russie comme une arme de terreur psychologique et pour les russifier. C'est tout simplement dément. La plupart d'entre eux ne sont jamais revenus. Sur le territoire russe, des milliers d'enfants sont séparés de leurs proches, qui ne les ont pas vus depuis longtemps. Dans les régions ukrainiennes occupées, Moscou les a retirés des orphelinats et les a même arrachés à leurs familles pour les emmener en Russie. The sword example is children. Children. Unfortunately, various terrorist groups abduct children to put pressure on their families and societies. But never before the mass kidnapping and deportation would become a part of the government policy. Not until now. Beaucoup de ces enfants ont été remis à des familles russes et pour couronner le tout, ils ont été naturalisés citoyens russes. Tout cela sans la moindre question posée. Mais pourquoi? Qu'est-ce que Moscou compte faire de ces mineurs? La réponse est simple et effrayante. Peut-être pour renforcer leur campagne de russification, c'est-à-dire détruire l'identité ukrainienne et la remplacer par une identité russe. Mais surtout, pour semer la terreur. Une peur immense. Pense-y, y a-t-il quelque chose de plus effrayant que l'idée que des soldats étrangers pourraient enlever vos enfants? Une fois arrivés en Russie, ces jeunes sont soumis à une réinitialisation complète de leur matrice. Ils sont forcés non seulement de parler russe, mais aussi d'abandonner leur nom ukrainien, d'apprendre et d'embrasser l'histoire russe tout en rejetant tout ce qui touche à l'Ukraine. En fait, on leur enseigne que l'histoire de l'Ukraine n'est qu'une invention de l'Occident pour affaiblir leur prétendue véritable patrie, la mère Russie. Attention, ça ne s'arrête pas là. Des centaines de milliers d'enfants dans les territoires occupés sont soumis aux mêmes tactiques d'endoctrinement. Beaucoup sont enrôlés de force dans des groupes de jeunes militarisés comme le mouvement national Yunarmia ou les jeunes cadets de l'armée, un mouvement patriotique et militariste créé par l'ancien ministre de la Défense Sergueï Shoïgu. Et comme si ça suffisait pas déjà en soi, ils assistent à des leçons de courage, des cours donnés par des vétérans de l'ère soviétique qui cherchent à idéaliser la défunte Union soviétique. Quoi qu'il en soit, Vladimir Poutine est accusé d'enlèvement de mineurs, ce qui constitue un crime de guerre gravissime. Les preuves recueillies par les organisations comme The Reckoning Project sont sans équivoque. Et si Poutine devait être appréhendé et jugé, il est probable que la Cour pénale internationale serait très claire, coupable. Les gens, ou plutôt honorable tribunal. Les preuves sont sur la table. En plus des dizaines de crimes de guerre différents, Poutine a commis au moins 4 des 5 actes qui constituent un génocide. Enlèvement d'enfants, meurtre et atteinte physique et mentale contre des Ukrainiens et soumission de la population civile à des conditions extrêmes. Il ne s'agit pas d'accusations lancées à la légère, mais de faits étayés par des témoignages, des rapports et des preuves documentées soutenues par de nombreuses organisations internationales, y compris les Nations Unies. Poutine et son régime ont conçu et mis en œuvre une campagne pour détruire l'Ukraine à tout prix. Le Kremlin tente de détruire l'Ukraine en tant que nation, ainsi que son identité culturelle. Et pour ce faire, depuis le début de l'invasion, il utilise également une autre stratégie, la substitution de population. En quoi ça consiste exactement? Dans les régions annexées par la Russie, la population ukrainienne est progressivement remplacée par des colons russes. Moscou profite du fait qu'un grand nombre d'Ukrainiens ont été déplacés ou tués. Poutine remplace la population locale par des Russes autochtones, comme les Bouriates ou les Touvans, des Caucasiens des républiques comme la Tchétchénie et l'Ingouchie, ainsi que des personnes d'Asie centrale. Et c'est pas fini. Pour les installer, les Ukrainiens déplacés sont dépouillés de leurs maisons et de leurs biens. C'est un pillage éhonté.
Au lieu de cela, ils ont été remplacés par des citoyens russes qui, dans la plupart des cas, ont des liens familiaux avec des unités des forces armées russes et des représentants des administrations d'occupation. Presque toutes les propriétés résidentielles abandonnées par les résidents originels sont occupées. Par exemple, des dizaines de milliers de personnes ont afflué à Melitopol dans la région de Zaporijia après que 60% de la population locale a fui vers les zones encore contrôlées par l'Ukraine. Et ce ne sont pas des cas isolés. Prenons Mariupol par exemple, où cette substitution démographique a également lieu. Ainsi vois-tu, les ambitions de Poutine vont bien au-delà du simple contrôle territorial et de l'expansion de la mer Russie. Les intentions du président russe sont très claires. Éradiquer toute trace de l'Ukraine et toutes les horreurs que nous avons évoquées dans cette vidéo ne représentent que la partie émergée de l'iceberg de ce que les Ukrainiens subissent au quotidien. Mais ce simple constat suffirait à le dire haut et fort. Il ne fait aucun doute que nous avons affaire à un criminel de guerre et probablement aussi à un génocide commis de manière intentionnelle, planifié et en toute impunité. Vladimir Poutine doit rester dans les livres d'histoire pour ce qu'il est, un tyran criminel à l'instar de tant d'autres que l'histoire a malheureusement connus. Et c'est vrai pour l'instant qu'il semble peu probable que Poutine se retrouve un jour devant un tribunal international et seul le temps nous dira s'il finira ou non sur le banc des accusés. En Mongolie, Poutine nargue l'Ukraine et la Cour pénale internationale. Le président russe a bravé le mandat d'arrêt international qui le vise en visitant pour la première fois un pays signataire du traité de Rome. J'en tiens pour preuve le fait qu'il vient de se rendre en Mongolie alors qu'il fait l'objet d'un mandat de recherche international. En attendant d'en savoir plus, maintenant je te pose la question à toi. Penses-tu que Poutine sera un jour jugé pour crime de guerre? Et pour génocide, une déclaration officielle de génocide pourrait-elle impliquer davantage l'Occident dans la guerre? Laisse-nous ton avis dans les commentaires et lance le débat. Et surtout, si cette vidéo t'a plu, pense bien à la liker, à t'abonner et à partager. Et si tu as envie de contribuer à l'aventure Diplometrix, je te laisse le lien dans la description pour notre plateforme de financement participatif. Et si tu as envie de taper la discute, tu peux écrire un commentaire ou nous envoyer un DM sur Insta. Allez, à très vite pour plus d'actu.